on va regarder des situations plus générales. Donc, extension 1. Ajouter des termes du second ordre. Je vais rajouter des termes linéaires. Et je vais rajouter des termes linéaires qui s'annulent en x égale à 0. Parce que, effectivement, c'est bien le problème de la singularité en 0. Si on avait des coefficients du deuxième ordre non nuls en 0, bien là, on toucherait le bord certainement, et la difficulté ne serait quasiment pas présente. Donc l'extension 1, ça va être de regarder xu' carré plus u, et à nouveau, à titre d'exemple, vous allez mettre ici moins. Alors, pour le type d'application que nous avons, c'est naturel d'écrire sigma carré, le terme avec un 1,5, le terme de diffusion. Eh bien, on se convainc facilement que tout ce qu'on a raconté fonctionne de la même manière, modulo. Modulo, un point, c'est quid de cette annulation parfaite lorsqu'on se sert du doublement de variables avec du racine de x moins racine de y carré. Donc, en d'autres termes, c'est que se passe-t-il lorsque j'injecte dans la démonstration du second ordre un tel terme du deuxième ordre. Alors, là, il faut se souvenir de l'idée du doublement de variables et que l'information que l'on doit absolument regarder, c'est la trace de la matrice, c'est ce que j'ai toujours noté, sigma, sigma transposé, D2 de la fonction d'écart L epsilon. Alors, là, les matrices en question, c'est quoi sigma? Donc, pensez sigma est égal à 1, sinon tout est multiplié par sigma, ce n'est pas le problème. Bien, la matrice grand sigma, ben, ça va être a priori x, y, x, y. C'est ce terme-là qui nous donne x2 pour la composante en uxx et y2 pour la composante en YY. Étant entendu que les composantes en XY, si je regarde U de X moins V de Y, ben, il n'y en a pas. Donc, le doublement de variables, c'est, en tout cas un peu formellement, se convaincre que ceci se majore bien par quelque chose qui tend vers 0. Quand epsilon tend vers 0. Avec une telle matrice. Bon, mais comme l'epsilon, c'est 1 sur 2 epsilon, racine de x moins racine de y, il y a un petit calcul à faire. OK? Alors, je vais tenter de faire ce calcul. Ce qui, vu mon état, n'est pas gagné. Inutile de vous dire que je sais que ça marche. Une autre manière, peut-être un tout petit peu plus simple, ça serait de dire, au fond, qu'est-ce qui se passe si je regarde, au moins formellement, parce que c'est une autre manière de conduire le calcul, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais le changement de variable auquel je n'ai pas totalement droit. C'est-à-dire de regarder V de Y. J'essaie d'éviter, donc je vais improviser ça, c'est toujours dangereux. Essayer de regarder quel type d'équation je récupère après changement de variable. Si pour cette équation, pour les V, je récupère un terme du deuxième ordre pour lequel on a les bonnes propriétés d'unicité, ben ça sera gagné. Parce que ça sera exactement faire ce calcul-là. Ouais, bon. Je pense que quand même, je vais assurer le coup. Je ne veux pas vous laisser plusieurs points en suspens ce matin. Alors, donc, ça doit être une autre manière de faire le calcul. Allez, c'est tourné autour du pot, on fait le calcul. Donc, LX, je vais faire les choses prudemment. Donc, 1 demi.
1 sur 2 epsilon, racine de x moins racine de y divisé par racine de x. Lxx. Bien, alors, 1 sur 2 epsilon, ce qui, pardonnez-moi, c'est quand même un peu plus simple d'écrire ceci comme étant 1 moins racine de y sur racine de x, de sorte que lorsque je dérive une deuxième fois, je n'ai à me préoccuper que de ce terme-là. Moins par le 1 sur, ça fait plus, et le racine me crée un quart, et je récupère a priori racine de y divisé par x3,5. Le Lxy va me donner un signe qui doit absolument être négatif pour qu'il y ait des compensations. Il l'est, et c'est du moins 1 sur 4 epsilon, 1 sur racine de y, racine de x. Le Lyx, bien sûr, est la même chose. Je recommence avec le L de y par symétrie. C'est simplement 1 sur racine de 1 sur 4 epsilon. 1 sur 4 epsilon, racine Lyy, 1 sur 4 epsilon, racine de x, divisé par y3,5. Bien. Alors, ensuite, que doit-on faire? Donc, on doit multiplier la matrice xy par cette matrice-là. J'essaie de me convaincre qu'on ne peut pas faire ça de manière un peu plus simple. En d'autres termes, je dois écrire x2 Lxx. Ça, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Plus 2xy Lxy plus y2 Lyy. J'omets le epsilon qui est dans le L. C'est bien entendu ça, le doublement de variables. C'est prendre l'équation la plus dégénérée possible, c'est le couplage absolu. Prendre l'équation la plus dégénérée possible de façon à annuler le plus possible une fonction positive. Et je ne peux pas faire mieux que ceci, étant entendu que je pourrais a priori rajouter ce que j'ai envie dans le Lxy. Mais si je veux démontrer l'unicité, pour de la régularité, ça serait différent, je dois prendre le couplage maximal qui rend l'équation la plus dégénérée possible. Ça, c'est une explication que je n'avais pas introduite pour l'instant. Alors, donc, bien, une fois que vous faites ceci, maintenant, on remplace, c'est assez brutal, et vous trouvez le x2 divisé par x3,5, ça fait du racine de x. Donc ça fait 1 sur 4 epsilon, racine de x, racine de y. Étant entendu que par symétrie, vous allez le retrouver ici. Donc ça c'est ce terme-là, enfin bon, peu importe, c'est les mêmes. Et ça, c'est ce terme-là. Et bien entendu, le 2xy multiplié le 2xy par Lxy, c'est exactement la même chose. Moins 2, donc moins 2 sur 4 epsilon fois racine de x, racine de y. Donc, ce n'est pas que ça tend vers 0, c'est que c'est égal à 0. Et c'est naturel, et il y a des raisons plus profondes pour ça. C'est que derrière, vous avez un brownien géométrique. Prendre la racine carrée d'un brownien géométrique, c'est toujours un brownien géométrique avec un drift. Et donc, vous savez a priori que vous aurez l'annulation par racine de x moins racine de y. Bien entendu, ceci reste tout à fait semblable si à la place du sigma carré x2, vous avez un sigma de x qui se comporte comme sigma x près de 0. Et vous faites exactement le calcul pour avoir l'hypothèse précise dont vous avez besoin. Donc, par exemple, sigma C1, sigma de 0 égale 0 fonctionne. Voilà. Peut-être qu'il faut C1, je ne sais plus. Mais enfin, donc, sigma régulier avec sigma de 0 égale à 0 fonctionne. Donc ça, pas de souci. Cette démonstration, elle est compatible avec les termes d'ordre 2.
Alors je veux dire que pour notre motivation initiale avec Yves, Jean-Michel et Pierre-Noël Giraud, donc ces modèles d'industrie minière, enfin bon, en fait, qui sont des modèles beaucoup plus généraux, on est dans une situation comme ceci avec un terme comme cela et avec en plus un Hamiltonien plus compliqué et éventuellement des F plus compliqués. J'y viens dans un instant. Donc j'ai séparé les difficultés. Deuxième extension. C'est justement un Hamiltonien général. Alors bien entendu, vous vous doutez bien que l'on va pouvoir combiner les extensions. Bon. Extension 2. Quid d'un Hamiltonien plus général? C'est-à-dire, j'écris un h de x et de u' plus u égale 0. Le f, je peux le mettre dans le h. Et bien entendu, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand p tend vers l'infini, h de x et de p se comportent comme une constante fois x p2 quand p tend vers l'infini. Et c'est ça la seule hypothèse que j'ai vraiment envie de mettre. Okay? Je n'ai pas envie de mettre qu'il a un signe. Je pourrais retrancher à u' carré moins 18 u', ça n'aurait plus de signe, et pourtant, toutes les démonstrations fonctionnent. Mais quelque chose de linéaire à l'infini ne change absolument rien et totalement négligeable par rapport au carré. Bien. Alors, une stratégie est de se dire, au fond, de quoi j'ai besoin dans la démonstration. Et puis on met ça comme hypothèse. Et écrivons-le. Et également, quel est l'analogue du lemme? L'analogue du lemme, déjà, avant de... où je parle de sursolution avec psi' de 0 au carré. Oh, certainement, comme c'est modelé sur xp2, eh bien, je vais certainement toujours demander u moins psi racine de x minimum en 0, psi c1. Et lorsque je mettais u de 0 plus un quart, le quart c'était lié à x' carré, bah, si j'ai C0, j'aurai C0 sur 4. Et donc ce que je veux, c'est pouvoir avoir cette information. Oui, alors je vais quand même laisser le f de x parce que je veux quand même dire que h de 0 et de p vaut 0. Il faut que je sépare la valeur nulle. Est identiquement nul. Hein, c'est un x fois u' carré. Bon, alors donc ça, c'est supérieur ou égal à f de 0. Donc ça, c'est h de x et de 0, si vous voulez. Je l'isole. Enfin bon, bref. Supérieur à f de 0. Bien, donc ça, c'est ce que j'aimerais avoir. Et je me suis servi vraiment des propriétés de l'hamiltonien. Après, c'est uniquement des propriétés de dire je suis au-dessus de quelque chose que je peux tronquer, que je suis au-dessus de quelque chose que je peux rendre au plus linéaire. Donc, les deux moments où je me suis servi assez finement de l'équation, sont ceux qui correspondent fondamentalement au changement de variable, mais où je démontre le lemme, à un moment donné, je dis c'est plus petit que 1, et donc j'ai une inégalité. Et puis c'est dans la démonstration de l'unicité finale, où je soustrais les deux points, et qu'il y avait le miracle, c'est pas un miracle, mais enfin il y avait l'annulation absolue du terme en x et du terme en y. Là, j'ai une dépendance en x, donc je sais bien que ça ne va pas se passer aussi bien.
Donc vous avez deux options, qui est de dire, ben, je reprends la démonstration et je mets comme hypothèse sur H ce qu'il faut pour que ça marche, ou on essaie de comprendre de manière un peu plus globale qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce que c'est ces hypothèses. Eh bien, le bon point de vue, c'est de dire, je fais le changement de variable, que j'avais déjà fait, et je veux que l'équation après changement de variable soit une équation pour laquelle l'unicité traditionnelle fonctionne. Je sais que si l'unicité traditionnelle fonctionne après changement de variable, eh bien, dans les démonstrations que je fais, on aura automatiquement les bonnes informations. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter que vous prenez V de Y égale U de X, que Y égale racine de X, et que c'est comme ça que l'on doit comprendre les bonnes hypothèses sur l'hamiltonien. Donc, Y égale racine de X. Alors, évidemment, je ne me souviens plus de ce qu'était dV sur dy, mais dV sur dy, c'était... c'était quoi? C'était 2 dx sur dy, c'est y, oui, du sur dx. Donc, vous voyez que l'équation en V devient H. Le x, c'est y2. Le du sur dx, c'est dv sur dy, donc je remplace dv sur dy par p, divisé par 2y. Ça, c'est mon nouvel hamiltonien f de yp après changement de variable. En plus, si vous faites des hypothèses naturelles sur H, c'est-à-dire sandwicher à l'infini par C0, X, P2 et par C1 et C2. Donc je vais l'écrire ici. Donc, hypothèse 1, c'est de dire que H de X et de P est majoré, mais on peut se permettre des termes un petit peu supplémentaires, et minoré par nu fois X P2 moins, par exemple, une constante, mais on peut faire un peu mieux que ceci. Et c'est majoré par mu fois X P2 plus constante. Donc là, on peut travailler là-dessus. Hein. Je vous rassure là-dessus, c'est pas... c'est pas le problème. Bien. Et mu et nu étant strictement positifs. Hein, ça n'a rien à voir avec le C0. C'est simplement une minoration et une majoration. Donc il existe mu et nu. Bien, si vous faites ceci, c'est que vous savez a priori que le U' carré va se majorer par du C sur X, c'est-à-dire que le V est lipschitzien. Si le V, après changement de variable, ça veut dire que le P est borné. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc ça entraîne des bornes. Quelque chose dont je ne me suis pas servi dans la démonstration. Mais si je veux vraiment extraire, avoir l'hamiltonien le plus général, et ça vaut le coup de le faire parce que, comme Yves le sait bien, la tête de l'hamiltonien que l'on a assez naturellement dans ce modèle d'économie, il est défini en 3 zones. C'est relativement explicite, mais c'est assez horrible. Dans le sens où chacune des expressions n'est pas particulièrement simple. Après, il n'est pas particulièrement compliqué, mais il y a une maximisation à faire. Ce n'est pas quelque chose de totalement explicite. Et donc, on a intérêt, si on veut pouvoir vérifier les comportements, à avoir les hypothèses les plus simples possibles en termes de vérification. Quoi qu'il en soit, donc, voilà une option, c'est d'avoir un tel comportement, ce qui assure, si vous voulez, que x, ux carré est borné.
parce que j'ai simplement besoin de la minoration pour ça. Je n'ai même pas besoin de la majoration. Et que le x ux carré, c'est dire le vy carré, et donc je peux dire que p est borné. En d'autres termes, la seule hypothèse dont j'ai besoin, c'est que si p est inférieur à r, quel que soit r, il existe une constante CR positive. On va faire les choses encore plus simplement. C'est que si P est inférieur à R, F est continu en Y positif, disons inférieur ou égal à 1, on n'a pas besoin d'aller à l'infini. Il est continu en Y positif inférieur ou égal à R, inférieur à 1, uniformément en R. C'est-à-dire que vous avez un module de continuité en 0 qui est uniforme en P. Pardonnez-moi. Donc vous voyez, ce n'est pas une hypothèse très forte sur... Alors certes et là j'ai vraiment besoin que de la minoration, mais cette continuité, d'une certaine manière, vous assure, exige le comportement en C0 XP2. Parce que quand y tend vers 0, pour que ceci ait une limite, il faut que ça soit vraiment un comportement quadratique ici. Bon. Donc voilà l'hypothèse majeure. Et sous cette hypothèse, on va savoir que la démonstration de l'unicité va fonctionner. Donc on fait le changement de variable et on vérifie simplement qu'on a un Hamiltonien continu. Ce n'est pas très compliqué à vérifier. Alors, si vous voulez avoir un petit exemple, juste pour tester ceci, c'est qu'est-ce que ça veut dire si mon h, donc sinon on ne comprend rien, bien je vais prendre x fois un h de u'. Après tout, c'est quand même plus simple. OK ? L'hypothèse qui est là, la première hypothèse, c'est de dire que h de z est supérieur à nu z2 moins constante. L'autre hypothèse, c'est supérieur à mu z2 plus constante. Ça assure que tout marche bien. Donc c'est à croissance quadratique, si vous voulez. Quant à celle-ci, que nous dit-elle? Elle nous dit que je dois regarder h de y fois, y2 fois h de p sur 2y. Bon. Et je dois avoir de la continuité en y égale à 0, uniformément en P, bornée. Bon, ça commence à ressembler à un exercice de top, donc inintéressant, mais il faut le... Oh, j'exagère un peu. Pas tant que ça. Surtout après les nouveaux programmes, j'en refais un coup. Non. Allez, une manière de faire les choses simplement, et on peut facilement généraliser, c'est de dire je vais essayer Lipschitz, juste pour comprendre comment ça marche. Lipschitz en y, et avoir une constante qui soit indépendante de p. En d'autres termes, je dérive. Donc j'ai un 2y de h de p sur 2y. OK ? Et puis, je vais avoir un plus y2 au sens de moins y2 sur 2y2, h' de p sur 2y. H', oui. OK ? Oui. Ça ne va pas être aussi simple que je l'imaginais. Mais bon, on va quand même
le comprendre. Donc, ce que l'on va voir apparaître, c'est 4y h de p sur 2y. Ouais. Il manque un p. Ah oui, heureusement. Bien, donc on va avoir un 4, et justement, il faut faire apparaître h de p sur moins. J'ai multiplié par 2. Merci Benoît pour le p, parce que ça... Hein? Mais j'ai pas entendu sa voix, mais j'ai entendu la tienne, non? Bon. C'était bien ta voix quand même, je sais pas. Bon, enfin, mais en tout cas, merci de m'aider dans les calculs. Donc, où en étais-je? 4y h de p sur 2y, oui. J'ai multiplié par 2, moins h' de p sur 2y fois p. Bon, et donc là, ce que l'on voit assez naturellement apparaître, c'est, baptisons ceci Q, ce qu'on voit apparaître, c'est 2h de Q moins h' de Q, Q, qui est une mesure de la quadraticité de l'hamiltonien. D'accord? Qui est en Q égale P sur 2Y. Et donc, formellement, si P est égal à 0, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, il faut faire attention à la manière quand P tend vers 0. Mais vous voyez que si on oublie P tout petit, et à nouveau, c'est vraiment pas la difficulté là, donc pensez que P est minoré, ce que vous avez fondamentalement avec le Y, hein, c'est du Q. C'est du 1 sur Q, pardon. Donc, ça, c'est si P est supérieur à delta. D'accord? Parce que simplement, bon, ben voilà, vous avez compris. Donc, ça veut dire que déjà, là où quand même on sent le plus possible la singularité, si P est plus petit que delta, ce que vous voulez, c'est mesurer le défaut de quadraticité, le diviser par Q et dire que ça doit rester borné. Hein? En d'autres termes, l'hypothèse devient que 2h de Q moins h' de Q fois Q se majore par C fois Q. À nouveau, c'est quand Q devient grand qu'il faut se faire des soucis là-dessus. Donc, vous pouvez en mettre un 1 si vous en avez envie. Ici, ce n'est pas un souci. Vous voyez bien que c'est quand Y tend vers 0. Donc, quand Y tend vers 0, c'est Q grand. Hein? Donc, ici, je mets un 1. Ça ne change rien. Voilà, donc ça vous dit pas mal de choses. Vous voyez que si vous avez une partie qui est un hamiltonien qui est convexe, et qui se comporte à l'infini comme quelque chose de quadratique, ce genre d'hypothèse va être assez naturellement vérifié. Si c'est quadratique plus une partie affine, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus général que ça. Donc voilà essentiellement l'hypothèse qu'il faut. Il y a encore des petits points à vérifier sur les P petits, mais c'est vraiment pas, la difficulté n'est vraiment pas là. Il faut faire les choses un tout petit peu plus finement. Mais voilà le genre d'hypothèse dont vous avez besoin pour un hamiltonien. Ce qu'il faut vérifier, c'est cette hypothèse de continuité. Donc cette hypothèse de continuité paraît tout à fait innocente lorsque vous l'écrivez après changement de variable. Sur l'équation initiale, elle n'est pas aussi simple que cela. Et je voulais vous donner cet exemple, mais on n'a pas le choix, on fait le changement de variable et il faut vérifier ça. Et c'est du si et seulement si, d'une certaine manière, en tout cas pour la démonstration que l'on a faite. C'est-à-dire que si on n'est pas dans ce cas de figure, la démonstration ne peut pas marcher. Okay?
Donc ça, c'est une deuxième extension. Il y a d'autres extensions dont on a besoin dans ces applications, et ça nous amène à d'autres considérations qui concernent des seconds membres qui explosent. Et là aussi, on en a besoin. Alors je ne vais pas le traiter en détail, ça nous entraînerait un peu loin. Donc, on va avoir, et puis j'ai une remarque à faire aussi, c'est que d'une certaine manière, modulo un point que j'ai laissé en suspens, ce que l'on a vu, c'est que comme dans les solutions classiques, comme dans les bons cas d'hamiltonien au plus linéaire ici, bon ça va, eh bien l'existence et l'unicité se fait comme si le bord était un point, le point du bord, ici 0, était un point intérieur. On a l'équation sur le fermé, et tout se passe en termes d'existence et d'unicité comme si on était sur la droite tout entière, qu'il n'y ait pas de bord, en d'autres termes. Donc, si ceci est vrai lorsqu'on a un f qui est continu ou qui a des propriétés qualitatives supplémentaires, donc au-delà de continu, vous pouvez avoir l'Lipschitsien, donc qu'est-ce que ça entraîne? Bon, ça il reste néanmoins la singularité. Plus intéressant, c'est les comportements qualitatifs. Des comportements qualitatifs, c'est par exemple de dire que f est croissante ou que f est décroissante. Eh bien, ceci va entraîner des propriétés, puis je vais en citer une autre, f convexe. Et je mets décroissant, croissant pour qu'on voit ensemble quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça ne marche pas. Convexe, concave. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça entraîne la même propriété sur U? Pourquoi ceci? C'est que dans les applications économiques, les coûts ont certaines structures. Il y a une certaine structure des problèmes, de la convexité ou de la concavité. J'ai écrit 2 fois convexe, vous voyez, je suis vraiment fatigué. Donc, convexe, concave, croissant, décroissant. Qu'est-ce que l'on peut conserver? On a de la croissance ou de la décroissance. De la même façon que les fonctions d'utilité sont toujours concaves, croissantes, eh bien, vous avez assez naturellement des contraintes qualitatives sur les seconds membres. Et je veux mentionner que grâce au fait qu'on a une équation jusqu'au bord, on garde la moitié de ses propriétés. Bon, en termes de convexité. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter que formellement, et il suffit de faire la démonstration formelle, après tout ceci se justifie facilement avec les solutions de viscosité, eh bien, vous essayez de dériver et d'appliquer le principe du maximum. Bon, regardez, je dérive, je vais le faire pour la dérivée première. Donc la première partie, ça ne posera pas trop de problème. Donc ça va être 2x u'. U'. Donc maintenant, j'essaie d'avoir une équation pour U', plus U' carré, plus U' égale F'. Bon. Et bon, ça, c'est pas très compliqué de voir que si f' est positif, on a formellement le principe du maximum qui assure que U' est positif. Parce qu'on a un opérateur du premier ordre, ici on a un terme ordre de 0, et puis voilà. C'est un peu plus compliqué, mais toujours vrai. Si f' est négatif, enfin non, c'est le contraire, c'est un peu plus simple. Mais pourquoi? Parce que vous pouvez dire que U' carré a un signe, par exemple, et vous avez une inégalité avec f'. Et le bord, vous ne le regardez pas, vous ne vous en souciez pas.
C'est évidemment formel parce que au bord, x vaut 0, donc le terme qui est ici n'a pas de contribution au bord. Ça serait vrai si on avait un Hamiltonien qui était à croissance linéaire, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait simplement dire qu'en partant d'un point intérieur, on n'atteint jamais le bord sur les trajectoires optimales. Là, on peut l'atteindre, le bord. Quand u de 0 est strictement plus petit que f de 0, on atteint le bord. Mais néanmoins, les propriétés restent vraies parce qu'elles sont vraies pour les équations tronquées et qu'on les conserve à la limite. Donc, on va en déduire que U' est négatif dans ce cas-là, c'est même plus simple. Dans le positif, il y a un petit argument à faire, mais c'est vrai. Vous pouvez aussi faire une méthode de translation, mais bon, peu importe, si vous voulez justifier ceci. Donc, U' positif ou U' négatif. Hein, ce n'est pas les deux à la fois, c'est le premier entraîne le premier, le deuxième entraîne le deuxième. Regardons la convexité et la concavité. Alors, la convexité et la concavité, eh bien, on va dériver une deuxième fois. Et on va, je vais essayer de dériver une deuxième fois. Si je dérive le x, je vais récupérer 4 U' U seconde. Et ce que je veux, c'est une équation en U seconde. Alors, ensuite, 4 U' U seconde, plus 2x U seconde au carré. Donc ça c'est fait, et puis 2x U', U seconde prime. Donc ça c'est une équation du premier ordre, et ça ce sont des termes qui sont comme des termes d'ordre 0 par rapport à la nouvelle inconnue qui est U seconde. J'ai encore un terme d'ordre 0 et j'ai encore F seconde. Okay. Bon, alors, la convexité ici est un peu plus compliquée, mais ce que vous voyez, c'est que, en tout cas, ce qui est plus simple, c'est la concavité, parce que ceci a un signe, donc ceci est positif, et donc vous récupérez une inégalité. Donc, concave, OK. Mais ça, c'est assez naturel parce que la concavité est naturelle pour un Hamiltonien convexe. Donc, attention, ça ne dépend pas de l'Hamiltonien. Là, il faut un H, un Hamiltonien convexe. Hein. Pour l'une des deux propriétés. Il y en a une qui est toujours vraie, mais bon. On va faire simple. Alors, la concavité, là, c'est un phénomène général qui est simplement lié au fait que des solutions de problèmes comme ceci sont naturellement semi-concaves, mais que si les fonctions Q, elles, sont concaves, on récupère une concavité totale. La convexité est également vraie. C'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas uniquement une question de principe du maximum. Parce que pour le principe du maximum, il faudrait un terme d'ordre 0 qui est positif. Et le terme d'ordre 0, il n'est pas clair si on voulait juste appliquer le principe du maximum. Parce que le terme d'ordre 0, c'est 1 plus 4U' plus 2x U seconde. Bon, à la limite, on peut se dire, on cherche à ce que ce soit convexe, donc ça doit le rester. Mais ce n'est pas tout à fait clair. Donc, si vous pensez en termes de déformation ou en termes d'équation du temps, on peut regarder la première fois, le premier temps, le premier problème pour lequel U seconde s'annule. Bon, alors, si U seconde s'annule, eh bien, on va certainement avoir que tous les termes d'ordre 0 disparaissent, et on reste avec U seconde prime qui vaut 0. D'accord ?
Donc on est dans le cas où on sait qu'on a une fonction, on voudrait appliquer le principe du maximum, mais on a quelque chose qui s'annule, et ce qu'on récupère, c'est que la dérivée s'annule. Donc ça, c'est typique des techniques de principe du maximum fort, et ce qu'on ne peut pas vraiment faire là, on est obligé de le faire par continuation. Mais quoi qu'il en soit, la convexité est un phénomène général ici, et la raison essentielle, c'est que vous prenez un Hamiltonien qui, lui, n'a pas de comportement pathologique, et vous démontrez que pour cet Hamiltonien, les choses se passent bien. C'est plus simple, à la limite, de démontrer ceci directement sur le problème de contrôle optimal. C'est-à-dire, vous écrivez la formule de contrôle optimal et vous allez lire les propriétés qualitatives des solutions sur le problème de contrôle optimal. C'est ce que les économistes font toujours. Hein. Ils écrivent un problème qui est concave, donc ils regardent le problème de la formule de contrôle optimal et disent, bon, ben, la fonction de Bellman a la bonne propriété de concavité. Donc, plus simple à vérifier directement sur la formule de contrôle optimal. Alors, décidément, il y a beaucoup trop de choses que je veux raconter, du coup, je suis obligé de faire des allusions plus que de vraies démonstrations. Alors, la dernière extension que je veux indiquer, qui fait un point de jonction, extension, mais là je vais mettre des guillemets, c'est le cas où f tend vers plus l'infini en 0. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, la véritable question là-dedans, c'est qu'il y a déjà des choses à dire, indépendamment de la singularité au bord. C'est-à-dire, il y a un vieil article, il y a très longtemps, qu'on avait regardé, qu'on avait écrit avec Jean-Michel Lasserie. Et il y a au moins un fan absolu de cet article, c'est Guy Barle. Dans cet article, on regarde ce qu'on appelle des solutions explosives pour des équations de Hamilton-Jacobi ou des équations d'Hamilton-Jacobi-Bellman. Et l'idée, c'est au fond, je vais faire simple, vous écrivez gradient U carré plus U égale F dans un domaine oméga, et F tend vers l'infini sur le bord. Quand est-ce que l'on peut résoudre ce genre de problème? Comment caractériser les solutions? Ensuite, ici, vous avez la même question avec x u' carré plus u égale à f, et avec un f qui tend vers plus l'infini au bord. Fondamentalement, vous avez une notion, vous voyez bien que u a envie de croître. Donc, une notion de solution, c'est de dire c'est la plus grande des solutions dans l'équation. Okay. Mais ça peut être la plus grande ou il y a une manière plus au sens des solutions de viscosité, c'est-à-dire que c'est une sursolution sur oméga bar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et il faut que j'explique encore quelques autres choses. Formellement, on va penser le cas en dimension 1. Et je vais mettre un x à la puissance alpha. Comme ça, je vais regarder les deux cas de figure à la fois. Et f de x, c'est 1 sur x à la puissance bêta. Donc alpha, il est compris entre 0 et 1. 0, c'est le cas, entre guillemets, avec Jean-Michel Lasserie il y a fort longtemps. 1, c'est le cas qui nous occupe ici. Vous avez deux comportements possibles. Dépendant de quoi? Bien, dépendant de la somme totale de la singularité
oublions provisoirement le U, on voit qu'on a U' qui se comporte en 1 sur x alpha plus bêta sur 2. Et donc, il y a deux cas de figure. Ou bien A plus alpha bêta sur 2 est strictement plus petit que 1, auquel cas, vous entendez que même si f explose, U va rester continu jusqu'au bord. Donc ça, c'est le premier cas de figure, qui est le plus proche de ce que l'on vient de faire. Bien. Et puis, vous avez un deuxième cas de figure qui est en alpha plus bêta sur 2 qui est supérieur ou égal à 1, auquel cas le U que l'on va regarder tend vers l'infini en 0. Alors, ce cas de figure, je ne veux pas le regarder. Donc là, on est vraiment des solutions explosives. Il ne s'agit pas d'écrire la moindre information au bord, puisque la seule information qu'on ait au bord, c'est que tout explose. Et donc, l'unicité, à ce moment-là, provient de la résolution précise de la singularité à l'origine. C'est-à-dire que ce que l'on va dire, c'est que U' se comporte, il faut démontrer que U' se comporte, si f se comporte en 1 sur x bêta, se comporte comme du moins 1 sur x à la puissance alpha plus bêta sur 2. On résout la singularité. Une fois que l'on sait que les seules solutions, et ça c'est vraiment les techniques qu'on avait dans l'article avec Jean-Michel Lasserie, lorsqu'on a identifié le comportement près du bord, eh bien on peut rétablir assez simplement l'unicité. Donc là, c'est plus du ressort de l'analyse de la singularité en 0 et de démontrer qu'on a un profil unique explosif. Ce qui est quand même très très naturel, ça tend vers plus infini. D'après l'équation, le U' il doit être négatif. D'après l'équation, vous voyez que vous savez exactement ce que vaut, grosso modo, ce que vaut U'. Parce que certes, U' explose, mais U aussi, mais ça va être plus lent que le x alpha U' carré, il faut le vérifier. Bon. Donc ça, ce point-là, je le mets de côté. Le cas qui est d'une certaine manière, enfin qui est d'une nature un peu différente, est le premier cas de figure où on a alpha plus bêta sur 2 qui est plus petit que 1. Donc j'aurais écrit l'équation. Égale f, qui est semblable à du 1 sur x à la puissance bêta. Alpha est compris entre 0 et 1, le 1 ici, c'est 2 qui est en fait la limite pour quand on ait des questions, des problèmes. Je vais laisser 1, même si c'est 2. Donc, et là, bêta positif, et surtout alpha plus bêta strictement plus petit que 2. Bien. Donc là, à quoi s'attend-on? On s'attend à ce que U' soit intégrable en 0, et donc on s'attend à avoir des solutions qui sont continues à l'origine. Et là, donc, on a un f qui tend vers l'infini, qui est comme ceci, et vous avez un U qui, lui, est fini. Donc là, on est vraiment dans un cas où, avant, on avait f de 0 et u de 0. Là, le f de 0, il vaut plus l'infini, et le u de 0 est fini. On est sûr d'avoir une inégalité stricte. Et donc, le phénomène, qui est en fait un phénomène qu'on avait observé avec Jean-Michel, le phénomène, c'est qu'on va démarrer comme ceci, bien sûr, avec ce type de singularité. Et qu'en d'autres termes, on a toujours ici une sous-solution en 0. Cette sous-solution, ça nous dit simplement que la pente, c'est moins l'infini. Mais vous avez le droit d'écrire une sous-solution. Une sursolution. Alors, sursolution en 0, comme vous avez le droit essentiellement de ne rien faire en 0, puisque, je le rappelle, u de 0 plus quelque chose doit être supérieur à f de 0, mais ça vaut plus l'infini. Donc, l'aspect sursolution en 0, c'est de dire, quel que soit phi C1,
U moins phi n'a pas de minimum en 0. Quand f tend vers l'infini, c'est ce qui subsiste sous solution de viscosité. Et donc, si vous voulez, dans les démonstrations, c'est ce phénomène-là qui va jouer. Donc là, on peut à nouveau démontrer des résultats d'unicité, mais ça devient un peu plus compliqué. D'une certaine manière, toujours avec l'accumulation des points près de 0. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut soit se servir, regarder ça vraiment sous l'angle des solutions explosives et regarder les techniques qu'on avait mises au point avec Jean-Michel, y compris dans le cas où f n'explosait pas, mais que p est plus grand que 2. Donc, l'hamiltonien est surquadratique, et là où on est assez souvent dans des choses qui sont finies. Enfin, tout ceci est expliqué dans cet article, et il y a des techniques par dilatation, par comparaison, qui permettent de démontrer l'unicité. Donc, la moralité, c'est qu'il y a une certaine ressemblance avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais qu'on est obligé d'introduire un certain nombre d'éléments nouveaux et que ces éléments sont empruntés de ce qu'on avait fait il y a longtemps avec Jean-Michel Lasserie. Donc, unicité, OK. Mais attention à la démonstration, on n'est pas vraiment dans ce cas de figure. Donc, tout ça pour dire que dans notre saleté de modèle qui combine à peu près toutes les difficultés, à la fois un hamiltonien un peu général, des situations, lorsqu'on raffine les lois de demande, une situation où on peut avoir en plus des singularités en l'origine, c'est pas triste. Point trop d'infos, il y a quand même une autre extension qui est peut-être la plus importante, qui est l'extension en dimension supérieure. Et ça, celle-là, j'ai 5 minutes pour vous en parler et ça devrait suffire. Et je repartirai sur des questions comme ceci. Donc maintenant, extension à la dimension. Bon, dimension supérieure, ça veut dire dimension 2. Hein. À D supérieur ou égal à 2. Ce que je vais vous raconter en dimension 2 ou en dimension réellement supérieure quelconque, c'est la même chose. Donc, de quel type d'équation? Vous pouvez penser à un domaine général, pour commencer, et que l'analogue de l'équation que l'on regardait jusqu'à présent, ça sera un A de x gradient u carré plus u égale à f, et que A de x se comporte comme la distance au bord, pensez distance au bord. Bon. Tout ce qu'on a fait, ça va passer exactement pareil, sauf peut-être sur l'unicité, parce que l'unicité est reposée sur le changement de variable, et que le changement de variable, on n'y a plus droit. Je ne peux plus me ramener à une situation aussi simple. Un bord courbe régulier, ce n'est qu'un bord droit, avec des changements de variables. Et donc, pensez, pour faire simple, que ici, vous avez x1 et que ici, vous avez x' qui est x2 ou qui a d-1 composante. Eh bien, l'équation que vous êtes en train de regarder, par exemple, c'est x1 gradient u carré. Ou de manière plus générale, un x1 fois un certain hamiltonien. Bon, donc je mets de côté la question de l'unicité. Ensuite, et ça il faudra que j'en reparle tranquillement la semaine prochaine. Ensuite, vous avez d'autres extensions qui consistent à regarder une situation, on va mettre en dimension 2, et c'est bien sûr, comme on dit, la loi de l'emmerdement maximum, c'est évidemment la situation que nous avons sur ce modèle économique. Et de se dire qu'on va avoir ici une singularité, alors prenons un exemple, ux1, et alors là c'est assez important, x1 plus x2 ux2 carré,
Vous pouvez avoir des Hamiltoniens plus généraux en x1 x2, mais attention, si ces Hamiltoniens mélangent les dérivés, là, il va falloir introduire de nouvelles idées dans la démonstration. Ça, j'y reviendrai après. La singularité en l'origine est beaucoup plus compliquée. Là, à variables séparées, ça va bien se passer. Pourquoi ça va bien se passer? C'est que je vais indiquer cette extension-là, qui est celle dont on a réellement besoin pour les problèmes d'industrie minière, et je commencerai à parler d'extensions plus complexes la semaine prochaine. Fondamentalement, si pour l'unicité, vous êtes en train de travailler dans une zone qui est près du bord en x1 égale à 0, mais qui est loin de 0, 0, vous êtes en dimension 1 paramétré par d-1 dimension. Donc c'est de la dimension 1, et la démonstration de l'unicité, si le point de maximum de U-V était atteint là, eh bien la démonstration de l'unicité, ça va consister à mettre du 1 sur epsilon, du racine de x1 moins racine de y1 carré, et puis pour le reste, vous pouvez simplement prendre plus x' moins y' carré. C'est-à-dire que vous ne songez à rien à la distance dans les variables tangentielles, et que vous conservez et que vous faites le changement de variable dans la direction normale. Donc ici, ça serait du même tonneau si on avait du x1 carré. J'ai mis du gradient u carré. Donc ce n'est pas le même Hamiltonien. J'y reviendrai. Mais ce n'est pas grave. Donc si vous faites ceci, eh bien évidemment là, vous allez avoir l'unicité. Si le point de maximum de U-V est sur ce bord-là, vous échangez, donc c'est ici x2, y2, vous échangez le rôle de x1 et de y2, c'est clair aussi. Le problème, et c'est évidemment ce que ça vous démontre, c'est que le maximum de U-V, il est atteint au coin. Eh bien, dans le coin, que pouvez-vous dire? Eh bien, on peut refaire exactement toutes les démonstrations. Les démonstrations sur le fait que ce soit un minimum au coin, ça marche encore. Le fait que l'on puisse prendre des fonctions test, et là, les fonctions test qu'il va falloir prendre pour pouvoir gérer le coin, ça sera des fonctions en racine de x1, racine de x2. Et évidemment, l'écart que vous devez prendre, c'est 1 sur epsilon, racine de x1 moins racine de y1 au carré, plus racine de x2, moins racine de y2 au carré. En d'autres termes, comme c'est un variable séparé, et ça serait encore vrai si vous avez un Hamiltonien qui ne dépend que de x1 devant le x1 et un Hamiltonien qui ne dépend que de x2 devant le x2, et vous pouvez directement vous en servir si vous en avez envie, dans tous les cas de figure, mais je voulais raisonner par élimination pour qu'on voit bien la difficulté, parce que je voudrais regarder des situations un peu plus compliquées la semaine prochaine. Donc, parce que c'est un variable séparé, de manière générale, je reviens en arrière, de manière générale, si on sait faire un bord régulier, il n'y a pas de souci sur ces plans-là. C'est vraiment les premières questions que je n'ai pas détaillées aujourd'hui. La difficulté, c'est évidemment ce qui se passe en ce point-là. Bon, le bord est irrégulier, mais ce n'est pas ça le problème. Un coin comme ceci, ce n'est pas ça la difficulté. Vous avez un cône normal au lieu d'avoir une normale. Tout ça, ce sont des directions qui vous permettent de sortir ou de rentrer. Donc ça, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas très irrégulier. La difficulté, c'est qu'effectivement, vous allez avoir la combinaison de toutes les singularités à résoudre. Et si c'est à variable séparée, les distances comme ceci, vous pouvez séparer les singularités, il n'y a pas de souci. En revanche, lorsque vous commencez à avoir ici un Hamiltonien qui dépend de x2 et ici un Hamiltonien qui dépend de x1, la singularité à résoudre n'est pas simple. Donc, ça sera plus compliqué et j'y reviendrai la semaine prochaine. Donc, la moralité, c'est que en dimension supérieure, si vous avez un problème comme ceci, et je mentionnerai aussi un autre type de problème en dimension supérieure, donc je vais prendre
toujours x1, ça je le ferai la semaine prochaine, c'est de dire que je vais écrire x1 ux1 carré. Je garde la singularité unidimensionnelle, mais je vais mettre un autre Hamiltonien, je le prends par exemple à simple comme ceci, h de x' gradient x' de u, c'est-à-dire que vous avez un Hamiltonien qui est totalement dans les directions tangentielles. Et vous avez la singularité. Comment on gère ça? Okay. Donc vous voyez, tout ça sont des cas des extensions différentes du cas en dimension 1 et que je devrais gérer la semaine prochaine. Celle-là, je m'en débarrasse. Le coup du coin, je n'ai pas envie d'y passer trop de temps. Je donne simplement la réponse si on a un Hamiltonien, si on a des Hamiltoniens à variables séparées. Eh bien, on fait le même argument directement parce que les bonnes distances à utiliser sont simples. Si on a des choses plus compliquées, ici et là, on va changer de difficulté. Là, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est la gnognotte par rapport à ce qu'il va faire, ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc, on y va progressivement. La semaine prochaine, je vais commencer par ces petites extensions. J'indiquerai à partir de cette extension, lorsque l'on a comme ceci, une équation comme ceci, y compris avec de la diffusion, le fait que l'on puisse demander sur le bord à avoir une autre équation. Et ça, l'intuition, c'est de dire j'ai un problème de contrôle optimal. Et quand je touche, je peux décider de rester sur le bord et en changeant de problème de contrôle optimal. Donc ça, c'est à nouveau, les économistes ont regardé les choses comme ça. Et là, on se rapproche beaucoup des solutions stratifiées au sens de Bressan et compagnie et de toutes les références que j'ai données. Donc, parce que d'une certaine manière, ce qu'on a vu avec la proposition, en x1 égale à 0, ce que l'on garde, c'est l'hamiltonien qui est ici. Bien qu'il y ait le carré, tout ce qu'on a démontré, que l'on ait une sous-solution que j'ai qualifiée de classique ou une sursolution que j'ai qualifiée de classique, eh bien là, on tue ceci, c'est la proposition avec laquelle j'ai démarré, il reste cet Hamiltonien-là. Donc sur le bord, je m'attends à avoir cet Hamiltonien-là. Mais je peux avoir le meilleur de deux Hamiltoniens sur le bord si je change de contrôle optimal sur le bord. Et ça, c'est quelque chose que, à nouveau, les économistes en lequel les économistes sont intéressés. Avec en plus, évidemment, il y a toujours du bruit, donc ça sera un problème également d'ordre 2 sur le bord. Bon, il va falloir se le cogner. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. C'est pas le plus, celui-là, c'est pas le plus compliqué. Des choses qui seront beaucoup plus compliquées, c'est de dire c'est que je garde quelle est la codimension de la singularité. Donc, je vous indique quelque chose qui est assez sévère, qui consiste à dire je vais regarder un Hamiltonien qui, au voisinage de l'origine, est comme ceci. Donc, ce n'est plus un problème d'annulation, c'est un problème de perte de continuité dans la direction angulaire. Bon, est-ce qu'on peut résoudre ce cas-là? Alors ça, c'est aussi résoluble, mais ça devient aussi plus compliqué. En fait, ce que je mentionnais avec le quart de plan et des Hamiltoniens généraux, il faut vraiment le voir comme quelque chose comme ceci. Là, on passe vraiment dans une singularité anisotrope. Il y a un saut de difficulté. À variables séparées, on s'en tire avec des variables séparées. Donc, on comprendra effectivement les singularités plus ou moins complexes et en les abordant systématiquement les unes après les autres. Alors, il y a un moment donné, nous, on a effectivement pour ces modèles économiques d'industrie minière, on a un système dans un quadrant. Sur les variables séparées, on peut faire comme si. Si je me souviens bien, c'est assez le cas, non? Tu n'es pas d'accord, Yves? Pardon? Je n'ai pas compris. Oui, pas toujours, en tout cas.
on a des termes d'ordre 2 et éventuellement des f qui explosent au bord. Alors bon, OK, il y a un moment, donc il y a à peu près toutes les difficultés à la fois. Alors elles sont toutes résolubles, mais il y a un moment donné où déjà je ne suis pas sûr qu'avoir toutes ces difficultés, ça passionne beaucoup de mathématiciens, et les pauvres économistes, ils ne survivront jamais au traitement mathématique de ce cadre le plus général. Donc il y a un moment donné où il faut calmer la technique, de bien comprendre ce qui se passe en dimension 1, c'est pour ça que je l'ai fait tout doucement. Pour un carré, je prends un variable séparé et on verra jusqu'à où on peut étendre les variables séparées. Et puis, je vais regarder un certain nombre de situations dans le demi-espace, y compris le fait de changer d'équation sur le bord. C'est donc le programme du dernier cours la semaine prochaine et je vous dois un bout de démonstration d'aujourd'hui. Il faut que je reprenne quelques forces que je n'avais déjà pas pour commencer le cours, pour faire un exposé de séminaire en plus dans un quart d'heure.